C'est chaud, hein, c'est chaud. Ah, il faut des mois. Alors, moi, en tout cas, il faut énormément de temps. Voilà, bien. Ouais. Non, c'est sûr, je t'envoie. Mais en fait, je pense que c'est pas forcément juste parce qu'il dit qu'on sera toujours voté productivement, mais tu regardes short, beaucoup plus vite, ça dépend de la question. Des travaux de recherche pendant ma thèse portent donc sur l'évaluation de performance du recul quantique sur des instances particulières, donc les instances de couplage d'une partie. Alors ça, je ne vais pas m'attarder sur comment fonctionne un ordinateur quantique à part, comment ça marche. On contrôle des qubits avec des formes logiques, et l'avantage c'est que cette technologie est en cours de développement, mais par contre, le chemin technologique pour passer à l'échelle reste encore assez court à long terme. Même si IBM et Google commencent à avoir des petits ordinateurs intéressants, le consensus voudrait qu'il fasse un bon petit millier de qubits pour pouvoir résoudre des problèmes de Shor ou Grover à bonne taille. Mais faire l'informatique quantique, ce n'est pas que le Shor du Grover, il y a aussi l'informatique quantique adiabatique. Donc cette machine est très différente de celle d'IBM. Elles sont spécialisées dans les problèmes d'optimisation NP complet, avec un algorithme qui est en fait similaire à un recul simulé tout à fait classique. On va chercher dans un vaste ensemble de solutions la solution optimale à un problème. On va essayer de résoudre des problèmes d'optimisation, de machine learning, de recherche opérationnelle, etc. Et une société canadienne du nom de D-Wave commercialise déjà ce genre d'ordinateur. Et eux annoncent avoir plus de entre 2000 et 5000 qubits de physique interne. Alors ils sont quand même avec entre guillemets parce qu'ils sont très différents de ceux d'IBM et je vous montrerai pourquoi. Et cette machine peut être vue en fait comme une sorte d'oracle, une sorte de boîte noire d'optimisation pour résoudre un problème type qui est l'hamiltonien d'Ising en utilisant les phénomènes quantiques comme l'effet tunnel, l'intrication ou encore l'effet de la superposition d'état. Et nous, pendant ma thèse, on s'est posé la question de savoir en fait quelles sont les performances de ces machines. C'est quand même assez nouvelle. En fait, comment on fait pour programmer ces machines et comment on quantifie la qualité de la solution qu'on peut obtenir. Et pour ça, eh bien c'est ce que j'ai essayé de répondre aujourd'hui. Mais d'abord, rapidement, pour le tableau, les qubits sont des boucles microscopiques donc en hélium qu'on a refroidi à très très basse température. Et chaque qubit va être en fait interconnecté entre eux, donc représenté ici par les points, dans un petit graphe biparti, le tout interconnecté dans un graphe en forme de grille, un graphe qu'on appelle un graphe Chimera. Et le système donc, va procéder au recul quantique, au recul adiabatique, et va venir en fait minimiser cet hamiltonien, donc l'hamiltonien d'Ising, où en fait les poids HI ici, associés au spin de chacun de nos qubits, sont programmables, et ici, les connexions entre chacun des qubits. Et comme ça, on va venir intégrer, venir mapper notre problème sur l'architecture interne. On aura juste à exécuter idéalement un recuit, et le résultat sera le résultat du plus basse énergie possible, en espérant le fondamental. Et en sortie, on aura juste à lire chacun des spins de qubits pour obtenir la solution et remonter au bout. Partant de là, on peut transformer cet hamiltonien d'Ising en ce qu'on appelle un QUBO, donc pour Quadratic Constraint Binary Optimization, par un simple changement de variable. Et cette grosse matrice, en fait, va représenter le problème qu'on va venir mapper sur notre architecture. Les éléments diagonaux vont représenter l'autocouplage de chacun de nos qubits. Les éléments non diagonaux hauts vont représenter les couplages entre chacun des qubits. Et là, en fait, deux limitations vont commencer à apparaître. Enfin, deux problèmes, on va dire. Si j'ai une variable avec n qubits. En fait, si j'ai une variable qui est reliée à plus d'autres variables que je n'ai de connexion entre chacun des qubits, je ne peux pas venir intégrer ce problème-là. Donc, une des façons de faire, ça va être de dupliquer des qubits. Et théoriquement, on peut avoir jusqu'à 95% des qubits physiques qui vont être utilisés comme simple connexion entre les variables. Donc c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les 2000 qubits vont être entre guillemets, parce que même si on a 2000 qubits, on ne va pas résoudre un problème de taille 2000. Et la deuxième limitation, c'est si j'ai une variable à un qubit, donc ça, pas de problème pour l'autocouplage. Par contre, si je me limite à une taille de 125 par exemple, et bien même si c'est une triangulaire O, je peux avoir jusqu'à 8400 termes de couplage. Or, dans mon Chimera, si j'ai 125 qubits, j'ai 384 arêtes. Donc je ne peux pas venir intégrer non plus un problème trop dense sur cette machine,
Et en fait, la topologie va représenter que 4% du nombre total de coupleurs nécessaires pour venir intégrer ma matrice dans le pire cas. Partant de là, plusieurs études ont été faites. Il y en a deux très éloignées. La première, dans l'état de l'art, c'est des problèmes qui ont été mis dessus, sont souvent une dure. Donc on ne connaît pas forcément la solution optimale. Et elles sont très souvent comparées avec des solvers exacts, des solvers avancés, comme des recherches tabou, des simplex. Donc c'est pas vraiment un bon benchmark. Et de l'autre pendant, il y a des travaux de type Daniel Ida, où en fait, lui, dans l'équipe, on mise directement des problèmes isomorphes au graphe Chimera, donc ils obtiennent des bonnes solutions, et le problème n'a aucun intérêt pratique, il est juste fait pour vérifier si la machine marche bien. Et bien nous, dans notre thèse, on a essayé de trouver un problème qui puisse être un petit peu entre les deux. Il faut qu'il soit quand même assez difficile pour la machine pour quantifier la qualité des solutions, mais qu'on connaisse la solution optimale pour pouvoir vérifier qu'elle résout bien notre problème. Et ainsi faire un premier benchmark. Pour ça, on a choisi un problème de couplage. Donc, vous a présenté un peu Valentin. Rapidement, problème de couplage. On va sélectionner un ensemble d'arêtes qui maximise le nombre de sommets couverts sans recouvrir deux fois un même sommet. C'est un problème donc, qui est polynomial. Les algorithmes, comme celui d'Edmond, se le résolvent très facilement. Et un sous-problème du problème de couplage, c'est le problème de couplage de cardinalité maximum. En fait, lui, il est très spécial pour le rebut simulé, parce que du coup, Ajek et Sasaki, en 88, ont montré qu'il faut un nombre exponentiel d'itérations pour résoudre ce problème, pour obtenir la solution optimale avec le rebut simulé, alors qu'il est polynomial. Et en fait, c'est très simple à voir. Ici, je vais représenter donc on l'appelle G3, parce qu'il y a trois sous-graphes denses interconnectés par des sous-graphes très peu denses. Si je mets toutes mes arêtes à 1, et que je sélectionne que les arêtes qui ne sont pas dans les sous-graphes denses, et bien ici, j'obtiens 4 fois 4, j'obtiens 16. J'ai bien un couplage, j'ai réussi à recouvrir chacun des sommets une fois. Si par exemple, je sélectionne cette arête ici entre B11 et A22, eh bien je ne peux pas sélectionner cette arête ici. Donc j'isole le sommet A11 et ici, j'isole le sommet B22. Je ne me fais pas avoir, je prends que les arêtes qui ne sont pas dans les sous-graphes denses, j'obtiens 15, j'ai bien un couplage, mais je n'ai pas la solution optimale. Et bien pour le recueil simulé, en fait, c'est un peu une sorte de piège, ce problème-là, parce qu'ici, il a 4 fois plus de chances de sélectionner une arête dans les sous-graphes denses que dans les sous-graphes très peu denses. En fait, le nombre d'arêtes va croître en O de n plus 1 au cube, alors que le nombre d'arêtes à sélectionner pour avoir la solution optimale croît seulement en O de n carré. Et partant de là, on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de voir si le recueil quantique fait mieux que le recueil simulé. Alors pour ça, à l'époque, on a eu accès à la machine de l'équipe californienne de Daniel Ida. Donc, vous rentrez ici, il y a 1141 qubits physiques. Donc, on est venu intégrer nos matrices, nos GN. Donc, G1, G2, G3, G4. Donc, G4, c'était la taille d'instance la plus grande qu'on a pu mettre. Donc, pour 125 variables, on a utilisé 950 qubits. Et notre protocole était très simple. On fait 10 000 runs, on sort l'histogramme, on voit s'il trouve la solution optimale. Alors, dans ce tableau, les plus petites instances ont été facilement résolues par le D-Web. Donc j'ai à peu près 9600 fois. Mais par contre, dès qu'on commence à monter en taille, sur G3 et G4, eh bien on obtient entre 10 à 15% d'écart avec la solution optimale. Donc, bon, c'est dommage. Et si on regarde en détail la solution de plus bas coût trouvée, eh bien en fait ici pour G3 et G4, on peut voir qu'il ne répond pas à notre problème de couplage. Il sélectionne deux arêtes à un même sommet. Donc c'était un petit peu décevant, on va dire, parce qu'on s'attendait à ce qu'il puisse quand même résoudre un problème aussi simple. Mais l'étape d'après, c'était forcément de comparer ces résultats avec un recul simulé. Alors on a fait un recul simulé tout à fait standard. En fait, le seul paramètre auquel on a joué, c'est n, donc le nombre d'itérations par palier de température. Et sans tenir compte de la topologie, donc simplement en mettant les GN sur le recul simulé, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il résout très facilement ce problème-là. En fait, on n'est même pas dans le régime asymptotique d'Ajak et Sasaki, où il nous faudra un nombre exponentiel d'itérations. Pour l'instant, c'est beaucoup trop simple pour lui. Et à remettre un petit peu dans son contexte, parce que le D-Web est obligé de dupliquer, même pour G1, ces fameux GN. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu compte des QO dupliqués
On l'a mis sur le recul simulé pour comparer les résultats. Et là, par contre, on va regarder quelque chose d'intéressant. C'est que ici, donc dans ce tableau-là, pour G4, le recul simulé en fait, ne fait pas mieux que le D-Wave. En fait, le fait de dupliquer autant les qubits pour représenter une variable offusque un petit peu notre problème et perd le recul simulé, alors qu'il y arrive très bien et que c'est un problème polynomial. À l'époque aussi, on n'avait pas encore accès à la nouvelle technologie, la nouvelle qui s'appelle Pegasus, où cette fois-ci, donc je vais vous représenter le graphe ici, où cette fois-ci, en fait, ils sont beaucoup plus connectés. Chaque qubit, au lieu d'être connecté à 6 autres voisins, est à 15. Donc on peut théoriquement mettre des problèmes plus denses, au moins limiter la duplication de qubits. Donc on avait juste le clipping de D-Wave, et on a donc mis un recul simulé sur ça, et on s'est aperçu que on améliorait la qualité des solutions, mais on n'était toujours pas la solution optimale. En fait, ce qui s'est passé avec cette nouvelle techno, c'est que on a écrasé un peu les mauvaises solutions sur les de meilleures solutions, mais sans obtenir la solution optimale. Rapidement, pour conclure, avant que je vous présente les derniers travaux qui sont en cours, on a voulu faire un premier benchmark avec un problème quand même qui est polynomial. On s'est aperçu qu'en tenant compte de la topologie, le recul simulé ne faisait pas mieux que le recul quantique. On peut s'attaquer à peu près à un problème d'une centaine de variables avec 1000 qubits. Mais bon, on n'arrive pas à obtenir la solution optimale. Et en fait, il faut quand même dire que le D-Wave pour résoudre 10 000 instances, mais au mot quelques millisecondes. Alors que sur G4 dupliqué, le recul simulé met quand même quelques heures. Il y a une sorte d'accélération. Mais bon, on offusque quand même le problème alors qu'il est quand même très simple. Ce qu'il faudrait faire, la première conclusion qu'on a apportée, c'est que au lieu d'augmenter en nombre de qubits, au lieu d'en faire 15 000, il faudrait plutôt augmenter la densité de connexion entre chacun des qubits pour pouvoir limiter cet effet de duplication de qubits. Et là maintenant, les nouvelles générations sont sorties. On a accès via le cloud à deux nouvelles machines, donc le 2000Q, parce qu'il y a 2041 qubits, et l'Advantage, donc le fameux Pegasus, avec 15 connexions au lieu de 6, avec plus de 5400 qubits internes. Et pour le 2000Q, on n'a pas réussi à monter au-delà de G4. Je sens que c'est encore beaucoup trop grand, il duplique encore trop. Et les résultats sont assez similaires avec l'ancienne génération et avec le recul simulé. Donc pas vraiment d'amélioration, en tout cas pas notable. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est sur l'Advantage, on est monté jusqu'à G7, donc il y a quand même 512 variables, et on duplique, on a quand même 4186 qubits utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est G4, et bien en fait, on ne fait pas mieux que l'ancienne génération, alors qu'on duplique pratiquement 2 fois moins les qubits. Et ça, c'est une question, c'est en fait pourquoi on ne fait pas mieux? Est-ce que le fait d'avoir rajouté des connexions bruite trop l'ancienne génération ou pas? C'est encore la question qui reste en suspens. Et si on monte en taille, eh bien, on arrive à des écarts qui sont quand même assez énormes. Pour G7, on est à 33% d'écart avec la solution optimale. Donc bon, il reste encore à améliorer à ce niveau-là. Et voilà, super. Voilà, je vous remercie pour votre temps. Une question? C'est clair. Ok, merci beaucoup.